Il est 7h44, bienvenue sur le petit déjeuner politique de Philippe Juvin, qui est professeur de médecine, chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou et maire LR de la Garenne-Colombes. Oui, bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Commençons par la situation dans les hôpitaux. Vous, à Pompidou, comme dans les autres établissements, combien de patients Covid et les urgences? Est-ce qu'il y a beaucoup de soins déprogrammés? Il y a 30 à 40% des lits de réanimation qui sont occupés. On a une activité aux urgences qui n'est pas un flux plus important que d'habitude, mais la grande différence avec d'habitude, c'est qu'on a beaucoup plus de patients qui restent à l'hôpital pour être hospitalisés. Oui. Et c'est ça le sujet. Donc on a du coup un encombrement aux urgences à cause de ces patients à qui on ne trouve pas suffisamment de lits. Bah oui, mais alors selon Jean Castex, le Premier ministre, il est faux de dire que les lits de réanimation supplémentaires auraient été la solution. Écoutez, si le Premier ministre le croit, je vous dis les choses très simplement, et c'est très simple à comprendre. Si vous aviez, par hypothèse impossible, bien entendu, un nombre infini de lits de réanimation, vous pourriez toujours soigner les gens, par définition. Et donc, vous n'auriez pas besoin de confiner. Certes, il y aurait des formes graves, mais on pourrait accueillir les gens. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que nous risquons de ne pas pouvoir hospitaliser tout le monde dans 3 ou 4 semaines, parce que nous n'avons pas suffisamment de lits, et c'est la raison pour laquelle le président a dû confiner. C'est une solution à laquelle, malheureusement, on ne pouvait plus échapper, malheureusement, mais c'est vraiment en lien direct avec des moyens qui sont insuffisants. Mais on ne pouvait pas prévoir, là, pendant ces 7 mois, des lits supplémentaires. Je n'arrive pas à comprendre. Vous m'avez fait le plaisir de m'inviter plusieurs fois. Chaque fois, je vous l'ai dit. Chaque fois, j'ai dit la chose suivante. Je ne sais pas si la deuxième vague arrivera, mais en revanche, je suis certain qu'il faut la préparer. Il faut la préparer en faisant quoi? En ayant une politique de test, on ne l'a pas eu. En ayant une politique d'isolement, on n'a pas isolé les gens dans les hôtels comme on avait dit qu'on le ferait. En ayant une politique de tracing, vous avez vu comment ça marche bien ce truc. Et en ouvrant des lits, on n'en a pas ouvert. Donc moi je crois que le déconfinement a été un échec. Il n'a pas été bien mené. Et à partir de là, forcément, on s'exposait à des conséquences que nous sommes en train de vivre. Le président de la République, il y a 2 jours, ne pouvait pas faire autrement que de tirer les leçons de cet échec, cette étrange défaite, et de reconfiner partiellement. Et pourtant, il a nommé quand même le monsieur déconfinement, Premier ministre Jean Castex lui-même, quoi. Pourquoi ça a été raté, alors, ce déconfinement? Il a été raté parce que, me semble-t-il, les autorités n'ont pas vraiment cru à la deuxième vague, donc ils ne nous ont pas préparés. Vous savez, au mois d'octobre, là, nous avons 5000 lits de réanimation en France. Nous en avions 5000 au mois de mars. On dit qu'il y en a un peu plus. On dit qu'il y en a davantage, qu'on peut aller jusqu'à 11 000, 12 000 monter. Pardon, c'est de la dialectique. Pourquoi? Effectivement, nous sommes passés de 5 à 12 000 lits. Et on pourrait refaire le même coup cette fois-ci. C'est vrai, vous avez raison. Sauf que, quand on fait ça, où prend-on les lits en plus? On les prend sur des lits d'hospitalisation traditionnelle, qui diminue d'autant la capacité hospitalière pour les autres malades. En fait, on peut tout à fait soigner la deuxième vague si on annule totalement les autres patients. Mais ça, on ne veut pas évidemment refaire la même erreur. Donc non, dire qu'on peut rouvrir les lits de réanimation, c'est vrai factuellement, mais ça se fera au détriment des autres malades. Alors vous dites deuxième vague, est-ce que c'est véritablement une deuxième vague d'ailleurs? Alors c'est une deuxième. Parce que certains, le professeur Perron encore dit, lui c'est une vaguelette, quoi. Vous savez, entre ceux qui disent on a fait tout ce qu'il faut pour être préparé, et ceux qui disent il n'y a pas d'épidémie dans cette affaire. Donc moi, les choses sont assez simples. Il y a une deuxième vague, mais pas de la même nature. C'est-à-dire que la première vague a été vraiment extrêmement abrupte. Souvenez-vous le nombre de cas qui décollaient du C'était une vraie vague. C'était un tsunami, c'était un mur qui s'est abattu sur nous. Là, nous n'avons pas de mur. Nous avons une vague qui monte plus doucement, mais d'une manière vraie et constante. Une des difficultés, c'est que si vous vous infectez aujourd'hui là, et que vous faites, malheureusement pour vous, je ne vous le souhaite pas, une forme grave. La forme grave, vous la ferez dans 3 ou 4 ou 5 semaines. Ça signifie que la mesure que l'on prend aujourd'hui pour arrêter cette fameuse vague, par le confinement partiel, elle n'a des effets que dans 4-5 semaines. C'est un des sujets qui pose problème dans la gestion de cette crise. C'est comme un pétrolier, vous voyez, qu'on ne peut pas arrêter facilement, on est obligé on a besoin de temps pour l'arrêter. Oui, alors certains scientifiques et spécialistes aussi remettent en cause la stratégie là, qui est en place, des couvre-feux, etc. Ils estiment que ce qui prime, c'est le dépistage massif. Pourquoi ne va-t-on pas plus vite vers les tests salivaires, antigéniques et sanguins?
tout est important. Il est évident qu'il faut une stratégie de test intelligente que nous n'avons pas eue jusqu'ici. Le président a dit qu'enfin on allait la voir. On a encore une fois eu 7 mois. Là. Mais ça, c'est vous qui le dites et je vous applaudis. Oui. Moi, je le dis depuis 7 mois, effectivement. Et puis une politique aussi, quand on dépiste quelqu'un qui est positif, ne pas le renvoyer chez lui. Ça fait des mois qu'on dit qu'on va ouvrir des hôtels. Mon Dieu, il ne demande qu'à travailler, les hôtels. On va ouvrir des hôtels dans lesquels on va isoler les gens. C'est ça qu'il faut faire. On le sait en fait et on ne le fait pas. Ça, c'est très important. Les spécialistes dont vous parlez ont raison. Mais ils n'ont pas de raison de dire que le confinement, qu'on l'appelle le couvre-feu ou le confinement, n'a pas d'effet. Non, il a des effets parce qu'il réduit les interactions sociales. Il est très pénible, très gênant pour la vie en société, les libertés publiques, l'économie. Mais dire que c'est inefficace au plan sanitaire n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et sur le dépistage massif, quand même, moi j'insiste beaucoup sur ces tests. Qu'est-ce qui bloque ? Parce que les tests salivaires, on avait encore hier un patron, en fait, un professeur qui a travaillé en fait sur ce développement. Il dit qu'ils sont au point depuis des mois et que ce n'est toujours pas déployé. C'est quoi ? C'est l'administration qui est lourde, qui est lente ? C'est les non-décisions des politiques ? Oui, il y a un peu de tout ça. Il y a une lenteur très grande à prendre les décisions, à prendre la décision qu'on va débloquer un test. On a une sorte de recherche du test parfait qui n'existe pas, bien entendu, et qui fait que les autorités n'ont pas agréé les tests assez rapidement. C'est vrai que nous n'avons pas été agiles dans les prises de décision dès le début, et nous ne le sommes pas encore. Je vais vous dire, moi je ne comprends pas pourquoi on a des milliers de lits qui sont fermés aujourd'hui, dont nous avons besoin. On nous dit qu'il n'y a pas de personnel, c'est vrai, mais dans ces cas-là, il faut réfléchir différemment, dans un autre cadre. Il faut aller chercher du personnel en Europe, par exemple. Est-ce qu'on a fait la liste du personnel disponible Ils sont peut-être pris en Europe ailleurs aussi, non ? Peut-être, mais au moins faisons la liste. Depuis le mois de mars, on n'a pas une liste de tout le personnel disponible dans l'Union européenne qui pourrait venir nous aider. C'est quand même insensé. Mais, professeur Juvin, qui dirige véritablement ? C'est le conseil scientifique, c'est Olivier Véran ou c'est qui ? Parce que là, on a du mal à comprendre. Je crois que beaucoup de gens se posent cette question. Vous-même aussi ? Moi-même. C'est très clairement dans un régime... la 5e République, c'est le président et c'est le Premier ministre. C'est d'abord le président. Est-ce qu'il y a une dictature des médecins ? J'ai souvent entendu dire ça. Moi, je pense que les médecins et les scientifiques... Certains médecins, peut-être. Les médecins et les scientifiques, ils sont là pour éclairer le pouvoir politique. Parce que la décision politique, en fait, elle doit être prise à l'aune d'éclairages médicaux, mais pas seulement. Les conséquences sont tellement immenses, y compris sur l'économie, que forcément, les décisions du politique ne peuvent pas être éclairées que par les médecins. Les médecins sont là pour jouer leur rôle. Ce sont des sachants. C'est aux politiques ensuite de faire le choix. Et donc Olivier Véran, lui, est à la hauteur alors, en tant que ministre de la Santé ? Je m'abstiens toujours de porter des jugements sur les individus. Je pense qu'il a été nommé. Non, mais il a été nommé tardivement. Il est arrivé quand même. La crise était nouée. Moi, je trouve que le déconfinement a été raté. Voilà, je vous le dis comme ça. Oui. Il y a eu des perquisitions hier au domicile d'Olivier Véran. Salomon, c'est absurde tout ça, franchement. Alors, pourquoi ? Franchement, est-ce que vous croyez, alors qu'on est dans une situation où on est en train d'hospitaliser des gens qui vont mourir, qui vont aller en réanimation, est-ce que quelqu'un croit que la perquisition chez Véran va faire en sorte qu'on va y trouver des masques cachés, des pièces détachées de respirateurs ou du personnel kidnappé ? On voit très bien qu'il y a une judiciarisation de la vie politique à des fins de nuire aux intéressés. Et vous voyez, je suis très tranquille, je suis un opposant politique à Olivier Véran, tout le monde le sait, mais je trouve ça absurde, décalé et illogique. Je pense que la justice aurait peut-être quelques troupes à déployer dans certains endroits de France où le désordre règne, plutôt que d'aller embêter Édouard Philippe ou je ne sais qui. Alors on rappelle que vous êtes maire LR justement, vous avez soutenu François Baroin, il renonce, maintenant vous allez soutenir Xavier Bertrand qui est en tête des sondages du côté de la droite. Maintenant je vais faire ce que je dis depuis quelques mois, je vais participer au débat, faire en sorte que notre famille politique, les Républicains, ait un candidat. Xavier Bertrand a été un bon ministre de la Santé, on se souvient, il y a 10 ans, c'est lui d'ailleurs qui était aux manettes lors d'une des précédentes crises. Et il était loin d'avoir démérité, mais le débat politique, c'est un débat qui nécessite qu'on mette sur la table des tas d'options. Si vous voulez, dans cette crise, qu'est-ce qu'on a vécu ? On a vécu une crise logistique, une crise de commandement, une crise d'organisation,
une crise de vérité. Tout ça, il faut en tirer les conséquences. Ça doit nous aider à bâtir une France qui soit demain un peu différente de celle d'aujourd'hui. Oui, d'un mot, les élections régionales doivent être maintenues d'ailleurs ou pas, au passage? Écoutez, je crois qu'il y a une étude qui a montré que le premier tour des municipales n'a pas affecté l'épidémie. Donc, en l'absence de données très solides qui feraient qu'on aurait l'impression que les régionales pourraient faire flamber l'épidémie, je pense que c'est très dangereux de repousser des élections. Nous sommes en démocratie, attention. Oui, bon. Donc pour vous, il faudrait essayer de les maintenir. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on maintient quand même des activités, on en supprime d'autres, telles que les activités en fait de loisirs, etc. Et là, il faudrait quand même maintenir des élections. Non, mais nous sommes en démocratie. Il y a quand même des choses qui doivent continuer à fonctionner. C'est comme si vous me disiez, on va fermer les tribunaux parce que c'est dangereux. Oui. On va fermer les écoles. On peut tout fermer, mais si on ferme tout, on meurt. Oui. Il est nécessaire qu'il y ait une activité qui continue à fonctionner. Et la démocratie, si on en est à repousser les élections, qu'est-ce qui nous reste? Donc, si on touche aux dates d'élection, il faut vraiment qu'il y ait des arguments scientifiques indiscutables. Ouais. Ça ne peut pas être un truc, une manipulation, vous voyez? Oui, oui. Un mot sur les transports aussi. Oui. Alors, évidemment, dans le métro, l'ensemble des transports en commun, les trains, il y a un risque de contamination. Il y a un risque de contamination partout. Ouais. La question, c'est une balance entre le bénéfice et le risque dans chaque activité humaine. On voit très bien que si vous fermez les transports en commun, il n'y a plus d'activité humaine. On ne peut plus aller travailler, etc., etc. Premièrement. Deuxièmement, l'étude des clusters, qui est effectivement très imparfaite, montre qu'il y a très peu de clusters aujourd'hui, parce que c'est ainsi, qui naissent dans les transports en commun. Il y a des tas de biais méthodologiques, mais c'est le cas. Pourquoi? D'abord parce que les gens portent le masque, et puis on ne parle pas dans le métro, on regarde son smartphone, on lit. Vous avez vu dans le métro ou dans le tram, les gens ne discutent pas entre eux. Donc, peut-on faire autrement? Je ne crois pas. Donc oui, on a bien fait de les maintenir. Oui. Merci, professeur Juvin, professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, et maire LR de la Garenne-Colombes, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, il est 7h56. Tout de suite, le journal de 8h.